On ne souhaite pas l'ascenseur social, cette promotion. Nous, on promeut l'escalier social. Durant vos 3 années de scolarité à l'ESCP, au sein de nos campus, est-ce que tu sais qu'on peut obtenir 5 masters différents? Honnêtement, je ne savais pas, non. Ça, c'est unique au monde, c'est-à-dire que c'est un quintuple diplôme. Sur les 34 licornes françaises dans la technologie, il y en a 7 où nos diplômés ont cofondé ces licornes tech. Donc c'est très intéressant. Je rappelle qu'en 2021, nous avons initié la gratuité pour les boursiers l'échelon 4 à 7. Actuellement, nous avons 120 élèves qui payent 0 frais de scolarité durant les 3 années. Impossible n'est pas ESCP, possible est ESCP. Bonjour à toutes et à tous, super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Thé du DG, l'émission où je reçois les directeurs et les directrices des grandes écoles de management françaises. Et aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir de recevoir Léon Leluza, le directeur général de l'ESCP Business School, la 3e école au classement 6e, mais la 2e française au Financial Times, donc on aura l'occasion d'évoquer ça avec lui. Et ensemble, on a parlé de cette institution qu'il connaît extrêmement bien, puisque ça fait 25 ans maintenant qu'il y travaille, quelques mois seulement qu'il a pris la direction générale de l'école. En tout cas, il a vu évoluer cette école, justement, l'ESCP, il l'a vu progresser. On a pu parler de la dimension internationale de l'école, qui est évidemment très présente, de tous les doubles diplômes que propose l'école, les parcours aussi des diplômés assez riches, assez éclectiques, vous allez le voir. Et puis la question, bien sûr, de l'ouverture sociale, qui est très prégnante, a fortiori pour les étudiants de classe préparatoire. Donc voilà, j'en dis pas davantage et je vous laisse découvrir ma conversation avec Léon Leluza. Bonjour Léon. Bonjour Dimitri. Écoute, super heureux de te recevoir sur ce format, le Thé du DG. Tu es le premier DG des Parisiennes, comme on les appelle, à passer sur ce fauteuil. Donc voilà, un grand plaisir et je pense que tu pourras nous dire beaucoup de choses, surtout que l'ESCP, c'est une institution qui a énormément évolué dans ces dernières années. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Dans l'immédiat, malgré tout, pour commencer en bonne et due forme, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? D'abord, merci Dimitri de ton invitation. Alors, en quelques mots, moi, je crois qu'il y a 3 mots qui expriment un peu mon parcours professionnel. C'est apprendre, c'est préparer, transmettre, accompagner. Alors, j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle avant de rejoindre l'école dans l'audit, puisque je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Et donc, je suis devenu ce qu'on appelle un associé partner, donc dirigeant d'une des 4 grandes cabinets d'audit mondiaux. Et là, j'ai aussi fait du conseil pour aider les entreprises dans le pilotage de performance financière et j'ai pu faire des missions de directeur financier dans les grandes filiales de grands groupes français notamment. Et parallèlement, j'étais curieux et je voulais apprendre plus. Et donc, c'est l'idée de vouloir faire un doctorat, une thèse. Et c'est là où j'ai rencontré un professeur formidable à HEC qui était professeur à Dauphine. Il m'a dit, mais il faut que tu viennes aussi enseigner à HEC. Donc, c'est en 1996 que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la vacation, l'enseignement à HEC. Et ça m'a plu et donc parallèlement donc j'étais devenu manager et j'ai changé dans un cabinet de stratégie à l'international. Et là, en 1999, j'ai eu la chance de dire, l'ESCP me dit, est-ce que ça t'intéresse de venir faire l'enseignement à l'ESCP? C'est à Paris, par rapport à HEC, vous voyez. Oui, il faut savoir, HEC Paris, c'est pas tout à fait voilà, Paris, donc pour moi, en tant que manager à l'époque, il fallait que je vienne 2 fois par semaine. Donc, pour mon cabinet, il dit, bon, c'est un peu en termes de temps, de disponibilité. Et donc, alors qu'à l'ESCP, c'est à Paris, donc c'était très simple. Et donc, je commençais à donner 30 heures de cours. Et puis là, l'école m'a dit, écoute, parce que j'ai la chance d'avoir d'excellentes évaluations par les élèves, mais est-ce que ça t'intéresse de faire beaucoup plus d'heures de cours? Donc, de 30 heures de cours, je suis passé à 150 heures de cours comme un professeur permanent. Ah oui, ça commence à faire beaucoup voilà. quand tu travailles à côté, quoi. Oui. Exactement. Et en 2005, et c'est là, je remercie l'école, l'ESCP m'a dit, mais ça serait bien que tu deviennes professeur permanent à temps partiel, donc professeur assistant. Et moi, j'ai dit oui. Alors, à l'époque, je suis devenu associé, donc partenaire chez Deloitte. Et j'ai dit oui, avec grand plaisir, pour
intervenir à temps partiel, mais en tant que professeur permanent. Et c'est là que j'ai découvert de l'intérieur, vraiment. Alors évidemment, les élèves sont formidables, modestes, mais formidables, brillants. Les professeurs aussi très modestes, très humbles, mais brillantissimes, le personnel, etc. Et je dis, waouh, c'est quel environnement. Et aussi en termes d'environnement de recherche. Et c'est là où, en 2009, puisque j'ai eu ma titularisation au niveau du professorat, donc professeur titulaire à l'ESCP, j'ai démissionné du cabinet où j'étais dirigeant et actionnaire. Et il fallait oser parce que normalement, c'est pour les élèves ou pour les personnes, c'est la position suprême, en fait, lorsqu'on est partenaire. C'est ça, oui, tu n'as pas quitté n'importe quel poste, quand même, quoi. Oui, et ils m'ont dit, mais tu es devenu malade, tu as une dépression, parce que devenir professeur assistant au premier niveau et de diviser son salaire par 3,5 fois, je veux dire, il fallait oser. Et je me suis dit, mais ce qui compte avant tout, c'est notre passion. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Et moi, je dis, j'aime dans la vie enseigner, transmettre, accompagner, préparer les futurs dirigeants de demain. Voilà. Et c'est là où j'ai pris ma conviction, ma décision de partir. Et c'est là où les différents directeurs généraux m'ont dit, mais écoute, Léon, maintenant que tu es à temps plein chez nous, est-ce que tu veux pas m'aider à faire telle ou telle chose, d'abord sur la Chine, après sur l'international, etc. Et donc, j'ai pu faire des différentes postes de management, comme on dit, donc directeur académique adjoint, donc en charge de l'international, après directeur des relations internationales, directeur général adjoint des programmes et de l'expérience étudiante, directeur général délégué, et puis le conseil d'administration m'a fait l'honneur de me désigner comme directeur général de l'ESCP. Oui, donc il s'est passé en fait vachement de temps entre le moment où tu as passé la porte de l'ESCP et le moment où tu es devenu directeur. Ça fait un quart de siècle. Donc j'ai débuté à l'ESCP en 1999. Ouais. Et on est en 2024, donc voilà, c'est ça, un quart de siècle. Donc ouais, tu as eu vraiment le temps de découvrir cette institution sous tous ses angles. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le pas, devenir directeur général? Et je voulais te poser une question là-dessus parce que on peut se dire, ok, ça s'apparente à peu près à diriger une ETI, voilà, une entreprise moyenne, mais ça reste quand même une entreprise d'éducation et d'ailleurs une asso. Hein, vous n'êtes pas une entreprise, mais une asso. Alors nous sommes, alors nous sommes pas une association comme certaines écoles. Nous sommes quand même une ESC, c'est ça. Une ESC, voilà. C'est-à-dire en fait un statut privé, mais à but non lucratif. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, ça reste du privé qui est non lucratif, donc c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Qu'est-ce que c'est concrètement pour toi diriger cette institution que tu connais depuis un moment? Voilà, ça fait quelques mois maintenant. C'est quoi un petit peu ton rapport d'étonnement? Alors, moi, je crois que ce qui est important, la première chose qui m'a motivé en fait à changer, vraiment de métier, on va dire, c'est que moi, j'adore faire épanouir nos élèves. En fait, c'est le travail. C'est pourquoi on intègre à l'ESCP, c'est pour faire en sorte que nos élèves soient épanouis. Et là, l'épanouissement évidemment intellectuel, je veux dire ce qu'on appelle l'académique, l'épanouissement professionnel, c'est-à-dire comment en fait correspondent leurs passions et par rapport aux différents métiers possibles. Et ça, on adore avec mes collègues pour accompagner nos élèves. Et puis aussi l'épanouissement personnel à travers, on en parlera, des différentes associations. Et ça, c'est important. On est très à l'écoute avec, évidemment, nos élèves et nos associations, et notamment le bureau des élèves, le BDE. Et dernier épanouissement, ce qui est important aussi, l'épanouissement physique. Comment accompagner la résilience physique et mentale? Parce que en tant que futurs dirigeants, nous sommes quand même ils sont des athlètes et donc de haut niveau. Donc il faut accompagner ça. Donc ça, c'est un premier élément, je veux dire, accompagner l'épanouissement de nos élèves. Deuxième chose, c'est quand même la question, c'est-à-dire, c'est la beauté justement de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement en tout court, c'est servir la société. C'est-à-dire, on est là, nos grandes écoles sont là pour éduquer, préparer des futurs leaders engagés, responsables, redevables, comptables d'eux, à initier une société meilleure, plus durable, plus paisible et vraiment qui impacte positivement, évidemment,
notre planète, notre biodiversité, les organisations, etc. Et je crois que ça, c'est aussi important. Et troisième élément qui me passionne, pourquoi travailler dans l'enseignement, c'est faire rayonner l'excellence à la française. On ne dit jamais assez, nos grandes écoles sont excellentes, et nos universités aussi. Et ça, je crois qu'il faut, évidemment, les grandes américaines sont excellentes, en Asie aussi, mais en France, nous avons aussi des grandes écoles et les grandes universités. Justement, sur ça, je voulais te poser une question. Souvent, les étudiants de prépa qui nous regardent sont assez omnubilés par le classement SIGEM, qui ne dit pas grand-chose en fait de la qualité intrinsèque d'une école et qui parle en fait finalement de l'attractivité de ces mêmes écoles par rapport aux étudiants de prépa de l'année d'avant, donc c'est assez autoreproducteur. Mais si on desserre un peu la focale et qu'on regarde de l'autre côté, alors vous êtes très bien au SIGEM, hein, bien évidemment, hein, c'est pas, bon, vous restez malgré tout le SCP, mais si on considère cette fois-ci le classement du Financial Times, donc qui fait foi auprès de la plupart des recruteurs, vous êtes la 4e école européenne et vous êtes même la 2e française, puisque c'est HEC qui truste la première place. Entre HEC et vous, il y a London School of Economics et Saint-Gallen. Non, London Business School. London Business School, pardon, effectivement, et Saint-Gallen. Ah, là, c'est pour le programme Grande École. C'est ça, absolument. Ah oui. Alors, oui, exactement, il y a Saint-Gallen et London Business School. Oui, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, bon, 2 institutions qui sont hyper prestigieuses. Comment tu expliques que vous soyez si bien classé sur ce classement qui est pas seulement, qui est européen, et puis a fortiori devant l'ESSEC qui est pourtant devant vous au SIGEM depuis des temps immémoriaux? Alors ça, c'est une question très intéressante, Dimitri. En fait, il y a 2 perceptions, en fait, où dans le classement SIGEM, on se base sur la perception, la réputation passée, en fait, des classements, et c'est un peu un classement a priori. C'est-à-dire, évidemment, on est influencé par nos parents, par nos camarades qui ont fait l'école, enfin la prépa, et qui nous disent voilà ce qu'ils en pensent, et surtout par les professeurs. Et les proviseurs, ils disent voilà, il y a le classement qui est très figé, etc. Et donc, on ne connaît pas l'école. Donc, on se dit tu me recommandes de faire telle ou telle grande école, etc. Donc ça, c'est le classement SIGEM. Je pense qu'elle est excellente parce qu'il y a même la barre d'admission aussi. Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup pour les étudiants de prépa qui sont très attentifs à ça. Enfin, exactement. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un classement a priori. Alors que vous avez le classement Financial Times où probablement les élèves prépa ne connaissent pas parce que c'est un classement mondial où ce classement compte en termes de tous les classements internationaux, en termes d'influence, ça représente 25% de l'influence mondiale en termes de classement. Ouais, c'est la référence. C'est la référence mondiale pour les écoles de commerce. Donc elle est très importante. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises regardent cela pour fixer les grilles de salaire, et aussi pour les promotions et pour finalement promouvoir les futurs leaders. Donc, et pour aller finalement recruter les étudiants, les diplômés talentueux. Donc ça, le classement Financial Times, c'est vraiment le plus lu dans le monde entier. Et ce classement-là est différent justement. Elle n'est pas fondée sur la perception de l'élève qui va choisir telle ou telle école. Elle va demander aux diplômés, mais 3 ans après, il dit voilà, vous avez fait l'école, et donc elle est fondée finalement sur l'expérience. Et là, vous dites, est-ce que vous êtes content, le retour sur investissement, l'expérience sur les carrières services, etc. Donc c'est a posteriori en fait. C'est a posteriori, exactement. Et donc c'est sur le vécu. Et effectivement, sur le vécu, on a la chance, le SCP, d'être classé dans le programme Grande École, ce qu'on appelle en anglais le Master in Management, 4e mondial et 2e en France. Et effectivement aussi, au niveau des écoles de commerce en Europe, selon Financial Times, nous sommes classés 4e meilleure école de commerce en Europe. Donc il faut souligner l'excellence à la française dans ce classement. Oui, c'est ça, on parlait pas de même classement, mais dans les faits, vous êtes dans les 2 super bien classés. Donc effectivement, il y a fait une petite confusion de ce point de vue-là. Et justement, qu'est-ce qui, selon toi, fait le sel de l'ESCP? Comment se fait-il que vous soyez si bien classé sur un classement qui est européen? Il y a quand même beaucoup de pays qui sont représentés, il y a toute la sphère anglo-saxonne qui est très prestigieuse. Pourquoi, quelque part, comment on justifie un tel classement pour l'ESCP?
En fait, c'est que chaque classeur, aussi bien français qu'international, a des critères bien différenciés. Et Financial Times essaie de regarder, en termes de critères, les critères que Financial Times pense le plus important, qui a une influence en termes pour les recruteurs, pour l'impact sur la société. Et donc, sur ces critères-là, il y a la recherche, évidemment, qui est importante, le côté international, l'expérience, les cours, etc., la promotion à l'international, enfin en termes de carrière, en termes de diversité aussi. Donc, il y a beaucoup de critères comme ça, et donc, avec la combinaison de ces critères, elle fait ce classement. Alors que dans le classement français, c'est évidemment chaque classeur a ses propres focus, on va dire. Donc, elle est un peu moins internationale, mais beaucoup plus française en termes de problématiques de classement. D'accord. Justement, sur la dimension internationale, ça c'est, à mon sens en tout cas, une vraie spécificité de l'ESCP, c'est que vous êtes éminemment international. Alors, il y a bien sûr évidemment tous les campus à l'étranger, mais même au-delà de ça, quand on se balade un peu dans les couloirs, c'est quand même hyper cosmopolite. Alors, tu connaîtras sans doute mieux les chiffres que moi sur le nombre de nationalités, les proportions, etc. Moi, j'avais retenu un chiffre, c'est 1 diplômé sur 2 qui commence à l'étranger, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne des autres écoles. Là aussi, comment tu expliques? Est-ce que c'est des fondements historiques? Est-ce que c'est des stratégies sur les dernières années? Comment se fait-il que vous avez une dimension internationale aussi importante? Alors, ça fait partie de l'ADN de l'école. Est-ce que tu sais que, Dimitri, en 1824, un tiers de la promotion du programme Grande École venait de l'international avec 19 pays, ouais, alors dont les Américains. J'y étais pas, mais... Tu vois, donc un tiers de la promotion. Oui, c'est énorme à l'époque où il n'y avait pas une mobilité aussi importante. Alors aujourd'hui, c'est 70% du programme des grandes écoles qui viennent de l'international. Effectivement, à l'ESCP, moi je dis toujours, nous sommes un peu une petite Nations Unies. Pourquoi? Parce que nous avons, sur l'ensemble des campus et l'ensemble des programmes, nous avons 35% de Français et 65% d'étudiants internationaux qui viennent de ces 134 autres nationalités. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de l'ADN de l'école. L'international, les cours à l'international, les professeurs de profils internationaux. Mais ce que je trouve intéressant aussi pour les étudiants de prépa, justement, c'est que très souvent, a fortiori les meilleurs prépas, il y a un côté très microcosme en fait. On est dans son petit monde et on bosse ses maths HEC, et sa philo et sa géopo. Et puis d'un coup, on se retrouve plongé dans un monde avec énormément de nationalités, la moitié qui savent même pas ce que c'est une classe préparatoire. J'imagine que pour des étudiants de prépa, le choc quand même, quand t'arrives, tu mets le premier jour les pieds dans le SCP, c'est quand même assez particulier, quoi. Alors moi, je dis toujours, pour un élève issu de prépa, le premier jour qu'il intègre l'ESCP, commence sa carrière à l'international. Parce que notre terrain de jeu, il n'est pas français ni européen, notre terrain de jeu est mondial. Et donc, justement, pour les élèves classe prépa qui souhaitent avoir une carrière mondiale, effectivement, c'est la voie royale lorsqu'ils intègrent le SCP. Et c'est ça qui fait la force. Et aussi, je leur dis toujours, il faut avoir l'humilité. Parce que dans les classes prépa, on a à peu près 10 000 élèves qui passent en classe prépa dans nos grandes écoles merveilleuses françaises de commerce notamment. Est-ce que lorsqu'ils vont être confrontés ou avec des camarades issus des autres pays, je pense à l'Inde, la sélection, c'est pas 10 000 élèves, c'est pas 100 000 élèves, c'est 1 million pour 400 places. Et ces personnes-là viennent chez nous en double diplôme, et là on voit justement la richesse de l'ESCP, et aussi on est avec le reste du monde et vraiment avec des personnes vraiment à un niveau intellectuel et puis très brillant et très humble également. Justement sur la dimension internationale, alors voilà, j'ai dit effectivement les campus européens de l'ESCP c'est extrêmement connu, mais peut-être peux-tu préciser où on peut aller, quelles sont les modalités, mais j'aimerais aussi que tu nous parles du coup de tous
tout le reste finalement, parce que c'est pas parce que vous avez des implantations étrangères européennes que vous n'avez pas par ailleurs des accords avec des institutions étrangères européennes ou non. Donc voilà, enfin, je trouve ça intéressant parce que on peut avoir tendance, je pense quand je parle avec des étudiants de prépa, à réduire, ouais, ok, le SCP c'est l'Europe, mais en fait, voilà, vous avez un terrain de jeu qui est mondial, vous avez beaucoup de partenariats, différentes typologies de partenariats avec beaucoup d'universités étrangères. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un panorama un peu général de la situation? Oui, alors juste pour cadrer en termes de contexte, effectivement, l'ESCP, c'était l'École supérieure de commerce de Paris, donc une excellente école, grande école en France. Et après, en 1973, on a créé le modèle européen, multicampus européen. Et l'année dernière, on a fêté notre 50e anniversaire, évidemment. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons... pour être diplômé du programme grande école, il faut faire la mobilité intercampus et minimum 2 campus différents. Et évidemment, il y a Paris, après il y a Londres, Berlin, Madrid, Turin, Varsovie. Alors, c'est pas uniquement un campus, parce que lorsque vous faites durant vos 3 années de scolarité à l'ESCP, au sein de nos campus, est-ce que tu sais qu'on peut obtenir 5 masters différents? Honnêtement, je ne savais pas, non. Ça, c'est unique au monde, c'est-à-dire que c'est un quintuple diplôme au sein de nos campus. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnus localement. En Allemagne, nous sommes une université allemande. Oui, en Italie, nous sommes une université italienne. Et bientôt, on est déjà reconnu au Royaume-Uni comme un établissement d'enseignement supérieur britannique. Et bientôt, on pourra délivrer en propre des diplômes britanniques. Et donc, pour nos élèves issus de la prépa notamment, lorsqu'ils font un semestre dans un de nos campus, ils pourront obtenir un master national, local, dans le pays où ils sont présents. Qu'est-ce que ça change concrètement pour eux? Alors, c'est là où on se dit, oui, au fond, l'Europe, il y a une reconnaissance. Mais ce qui est le plus important, c'est la reconnaissance au niveau des entreprises locales qui sont implantées dans chacun des pays où nous sommes présents. Parce que on n'a pas besoin de visa de travail pour un étudiant extra-européen, et aussi la reconnaissance en termes d'employabilité. Et donc, la valeur finalement du diplôme, avec le diplôme français, va être, grâce à ces 2 diplômes, vont avoir une valeur d'employabilité beaucoup plus importante, en termes de rémunération aussi, de sortie beaucoup plus importante. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour, évidemment, nos élèves prépa. Et aussi, comme tu disais, l'ESCP, ce n'est pas uniquement l'Europe. Nous avons 150 partenaires dans 50 pays dans le monde. Et là, c'est une nouveauté que nous offrons pour les classes prépa, c'est lorsqu'ils intègrent l'ESCP, ils pourront désormais faire 3 continents en termes de mobilité internationale. Donc dès l'année prochaine, ça commence en septembre 2024. Absolument. Et donc, et voire même au second semestre en première année, ce qu'on appelle l'année de pré-master. Ça veut dire quoi? Concrètement, je dis, voilà, moi je connais pas l'Asie, je vais aller à Shanghai. Donc, l'une des meilleures, à Fudan ou bien à Shanghai-Tiaotong ou à Pékin, à Tsinghua ou l'université de Pékin, par exemple. Et après, je vais aller en Afrique du Sud. Je ne connais pas, donc voilà. Donc. Et puis, bon, et même 4 continents, puisque s'il reste oui, on compte pas l'Europe, oui, c'est ça. Et après, je dis, je vais faire finalement ma dernière année à Columbia. Parce que nous avons un double diplôme avec Columbia, c'est nouveau. On a 20 places à Columbia, à New York, par exemple. Ou je vais à MIT si j'ai le niveau pour faire le double diplôme. Donc, tu vois, je dis même plus que 3 continents, puisque avec l'ESCP, déjà, on est l'Europe. Donc, ils peuvent faire même 4 continents. 4 continents, voilà, durant leurs 3 années. Donc, ça, c'est une richesse. Et c'est pour ça qu'on a aussi 46 doubles diplômes à l'international. Donc, nos élèves issus de la classe prépa peuvent faire ce qu'on appelle de l'hybridation, c'est-à-dire des compléments de compétences, pas uniquement en école, en management, en école de commerce. Par exemple, on a un double diplôme à New York avec Sotheby's en art.
Donc, je veux faire un master en art, mais je peux faire avec Sotheby's. Je veux faire un peu sur les activités culturelles, mais on fait notamment à Venise, avec l'université de Ca' Foscari, tu vois. Donc, on a en école d'ingénieur, évidemment. Oui, même en France, hein, d'ailleurs. Même en France, aussi, avec Centrale Supélec ou l'école des mines de Paris, PSL, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, en plus, pas les petites institutions. Et ça, on revient un peu sur cette question-là, mais c'est le fait de dire, voilà, je suis 4e OFT, je fais partie des meilleures institutions mondiales. C'est ça qui vous ouvre ces portes-là. Comment vous arrivez? Parce que là, sans faire de name dropping, il y a quand même des très, très beaux noms dans ce que tu as cité. Alors, tu as complètement raison. C'est là, je vois l'impact, l'influence de Financial Times. J'étais en novembre dernier à San Francisco, donc pour rencontrer Berkeley. Et la première phrase du vice-doyen de l'école d'ingénieurs, il dit « Félicitations », il m'a parlé en anglais, il dit « Félicitations Léon pour vos excellents classements Financial Times ». Donc tout le monde scrute ça en fait dans le monde académique. Voilà, donc dans le futur, nous travaillerons, on a eu un accord de principe pour avoir un double diplôme avec l'université de Berkeley en école d'ingénieurs. Donc tu vois, là j'étais il y a 10 jours à Singapour, pareil, avec le numéro 1, la National University of Singapore. Il me dit « Mais Léon, félicitations pour vos classements, vos excellents classements. On sera ravis de travailler avec vous. » Donc, voilà, donc tu vois, c'est que avec le classement Financial Times, ça nous ouvre les portes, effectivement, parce qu'ils voient le niveau d'excellence à la française que nous représentons et dit, mais on est intéressé à travailler avec l'ESCP. Alors, non seulement excellence française, mais aussi notre modèle pan-européen. Ce qui fait la force. Je prends un exemple. Donc l'année dernière, plus d'un an, j'étais à New York aussi pour rencontrer l'université de New York. C'est ce qu'on appelle le NYU, comme on dit, la Stern, l'école de la business school très reconnue mondialement pour son MBA. Et là, le doyen, le directeur général, le dean, il me dit, mais c'est super, on travaille avec d'excellentes écoles françaises, européennes, mais quelle est la valeur ajoutée de venir travailler avec vous? Parce que nous, on regarde la valeur ajoutée pour nos élèves du MBA. Oui, bien sûr. Je dis, mais oui, je dis, mais c'est très bien, mais nous, on propose deux choses. C'est que vos élèves, ils peuvent aller dans n'importe lequel des 6 campus européens, ou voire faire les deux en même temps, s'ils font un double diplôme. Et aussi, nous proposons dans notre programme Grande École, c'est ce qui est assez unique, 70 spécialisations. Je dis bien 70 donc en fait, tu as tout un écosystème ESCP dont ils peuvent profiter en termes géographiques et même en termes de compétences, oui, d'expertise. Tu vois, c'est ça. Et par exemple, pour nos élèves du programme Grande École, et ça c'est unique aussi, durant leur cursus, donc les 3 années, donc ils peuvent commencer en 2e année, au second semestre, une spécialisation. Et donc, durant leurs 3 années scolaires à l'ESCP, ils peuvent faire 3 spécialisations différentes. Et donc, c'est là, on parlait de l'hybridation, c'est-à-dire le croisement des compétences. C'est-à-dire, je peux commencer en droit, après je fais la finance, et après je fais du marketing. Et c'est possible. Alors que souvent, dans certaines écoles, et c'était le cas, nous, antérieurement, on n'a qu'une majeure. Et là, on peut faire 3 majeures durant notre cursus, mais différentes. Et ça, c'est très enrichissant. Et c'est pour ça que Stern, par exemple, il a dit « Waouh, quelle valeur ajoutée !» Et là, effectivement, on commence à faire un accord d'échange avec 6 places avec le MBA de Stern pour notre programme Grande École. Mais ça, c'est intéressant parce que je commence à connaître quand même pas mal de diplômés des différentes écoles à force. Et je trouve que il y a des parcours et des carrières des diplômés de l'ESCP qui sont hyper éclictiques. Alors, on pourra en parler parce que vous avez fait beaucoup de choses là-dessus. Tu as beaucoup d'entrepreneurs, parce que entrepreneurs, par définition, ça allait piocher des compétences qui ont un peu rien à voir et les mettre ensemble. Vous avez bien sûr tout ce qui est lié à la fonction publique. Alors, voilà, il y a l'ENA, enfin, ça s'appelle plus comme ça, mais vous avez l'INSP désormais, effectivement, auquel vous préparez. Il y a évidemment toutes les carrières d'avocats aussi, de droit, la finance. Enfin, voilà, j'ai l'impression que grosso modo, tu rentres dans cet écosystème-là, tu prends un petit peu ce que tu veux prendre, tu pioches en fonction de ce qui t'intéresse, et tu ressors avec des compétences et t'es outillé pour faire ce que tu veux faire dans ta petite niche à toi. Mais c'est ça qui me frappe, moi je trouve vraiment à l'ESCP, c'est à quel point les carrières, dès le départ, dès la diplomation, vont un petit peu dans tous les sens, et c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment que voilà, tu t'appropries l'ESCP et t'en fais un petit peu ce que tu veux finalement.
Ah oui, en fait, c'est que, comme tu dis, c'est en fait, non, c'est plus qu'à la carte, en fait, c'est que nous, et moi, c'est ce que je souhaite, c'est que lorsqu'ils intègrent le SCP, il faut que l'étudiant de l'étudiant soit épanoui. Ça, c'est très important. Donc, qui combine sa passion avec les différents métiers possibles et aussi secteurs, aussi en termes de géographie. Tu parlais de l'entrepreneuriat, c'est très intéressant. Même nous, ça nous a étonnés sur deux dimensions. Est-ce que tu sais, Dimitri, qu'en termes de ce qu'on appelle les licornes français dans la tech, ouais, donc les boîtes qui sont valorisées plus d'1 milliard. Voire même des 10 milliards. Voilà, plus 1 milliard ou plus, effectivement. Voilà. Ouais. Il y en a 34 tech, ce qu'on appelle les licornes dans la technologie, en France, enfin quand on dit en France et hors de France, c'est-à-dire mais qui sont fondées ou cofondées par des Français. Ouais. Donc en France et hors de France. Il y en a 29 en France et donc et 5 hors de France. Exactement. Mais qui sont, okay. Sur les 34 licornes françaises dans la technologie, il y en a 7 diplômés, où nos diplômés de l'ESCP ont cofondé ces licornes tech. Donc c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'à l'ESCP, nous, ça fait partie aussi, une deuxième ADN de l'école, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'école a été créée par un groupe d'entrepreneurs, notamment le professeur Jean-Baptiste Say, qui a inventé le terme entrepreneur. Oui, que ceux qui font de l'ESH connaissent bien, parce que voilà, il est souvent cité dans les copies, effectivement. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire qu'on est là, ça fait partie de l'ADN de l'école, l'entrepreneuriat. Deuxième critère que ça nous a agréablement surpris, c'est en termes de levée de fonds. Est-ce que tu sais que l'ESCP est la première école de commerce dans laquelle nos diplômés de l'ESCP, master, ont levé le plus de fonds, 5,4 milliards. Sur quelle durée ça, tu sais? Alors, ils n'ont pas, c'est un journal britannique qui a regardé cela. Et donc, on est la première, on est la 5e classement au niveau d'université. Donc, parce que nous, on est école de commerce, mais première en Europe en termes d'école de commerce. Les 4 premières en termes d'université, c'est évidemment Oxford, Cambridge, Imperial College et LSE, London School of Economics. Mais ça, ce sont des universités qui ont plusieurs disciplines. Nous n'avons qu'une seule discipline, c'est le commerce, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à préparer ces futurs leaders, ces futurs entrepreneurs à avoir de l'impact. Parce que lever autant de fonds, c'est très intéressant pour nos futurs diplômés. Oui, bien sûr. Oui, ça veut dire qu'ils ont des facilités, que leur projet est crédible, qu'ils sont capables de les porter. Voilà. Moi, j'avais aussi la stat du FT 120, donc ces 120 startups prometteuses, voilà, qui ont été érigées qui ont été désignées comme telles par l'État. Là aussi, vous figurez très très bien. Enfin, on prend un peu n'importe quel indicateur. Vous êtes globalement dans le trust. Deuxième indicateur qui nous a agréablement surpris et on voit l'évolution de l'ESCP. Est-ce que tu sais, dans les 75 entreprises françaises les plus importantes en termes de chiffre d'affaires, évidemment, la première école, toute catégorie confondue, c'est Polytechnique. Oui. Et la deuxième, nous sommes ex aequo avec HEC. Donc avec 10 présidents issus de nos deux grandes écoles respectives. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que effectivement, notre mission, c'est de préparer des futurs leaders engagés, responsables, à impacter positivement notre société. Et je crois, comme tu as dit, c'est que ça touche à tous les secteurs, à tous les disciplines. Alors, aussi bien dans la haute fonction publique ou etc. Moi, j'étais, je disais, il y a 2 semaines en Asie du Sud-Est, à Singapour, et là, j'ai été agréablement surpris aussi. La réussite professionnelle de nos diplômés. Une, elle est présidente de Alstom, Asie, et membre du Comex mondial de Asie. Du monde, pardon. Et puis, un autre que j'ai rencontré, il est Managing Director, donc de l'Investment Banking de Morgan Stanley. Et un autre ancien, il est Managing Director, donc directeur général de l'Asie du Sud-Est de Apple.
Donc c'est très intéressant d'avoir des métiers. Après, un autre, il est président de Moet Hennessy. Le MH de LVMH. Voilà, de Asie. Une autre, elle est directrice générale de Fendi, c'est la marque de luxe. Une autre, elle est diplômée, elle est directrice générale de Piaget, vous voyez, dans le monde du luxe. Ouais, donc tu as vraiment tous les secteurs qui sont représentés. Absolument. Et donc aussi bien les très grosses boîtes implantées depuis des décennies, voire des siècles, que les nouvelles boîtes tech qui sont en train d'émerger. Okay. Et ce qui me frappe et qui me surprend agréablement, Dimitri, c'est qu'ils sont jeunes, ou elles sont jeunes, pour arriver à ce niveau de fonction. Donc ça, c'est très intéressant. Oui, donc c'est ça, le SCP est encore un indicateur fort dans leur CV, dans le réseau qu'ils ont constitué. C'est sûr que quand tu as 50 ans, 30 ans de carrière derrière toi, ou 25, évidemment, le côté école se dilue un peu dans tout ce que tu as pu faire. Mais là, pour le coup, s'ils sont plus jeunes, voilà, quelque part, c'est qu'ils ont encore beaucoup profité de ce qu'ils ont appris à l'ESCP et puis du réseau qu'ils ont pu constituer derrière. OK pour tout ça. Alors, bon voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le côté excellence, on y reviendra après, mais je voulais quand même te poser une question là beaucoup plus prosaïque pour les étudiants de prépa, c'est la question aussi de l'ouverture sociale. Voilà, c'est une question nous qui revient beaucoup évidemment auprès des étudiants qu'on accompagne, et puis nous-mêmes, voilà, c'était un des combats qu'on a porté sur Major Prépa dès le départ, d'œuvrer à l'égalité des chances et à l'ouverture aussi des top écoles. Ce qu'on observe invariablement, c'est qu'évidemment, plus l'école est prestigieuse et plus elle peine à recruter des étudiants issus des classes plus modestes. Je sais que c'est aussi quelque chose qui résonne pour toi parce que, voilà, on a eu l'occasion de discuter. Tu viens aussi d'un milieu assez modeste et donc, voilà, quelque part, t'es un exemple de ces transfuges de classe, comme on dit. Alors, question large, qu'est-ce que vous faites concrètement pour œuvrer à cette ouverture sociale et à cette égalité des chances? Et plus particulièrement, sur la question aussi des points bonus, c'est un sujet qui a beaucoup agité le monde des classes prépa. Vous êtes la seule parisienne, et même l'EDEC l'a fait aussi, à ne pas avoir choisi de donner des points bonus d'une manière ou d'une autre aux étudiants boursiers. Donc voilà, pourquoi ce choix-là déjà d'une part? Et puis plus généralement, qu'est-ce que vous faites pour ce combat de l'égalité des chances? Alors, si tu me permets, Dimitri, moi, je donne le contexte et notre conviction. Moi, ma conviction, comme tu sais, c'est on promeut l'ascension sociale, mais on ne souhaite pas l'ascenseur social, cette promotion. Nous, on promeut l'escalier social. L'escalier social, ça veut dire quoi concrètement? Il faut que, par exemple, les élèves boursiers ou issus des milieux défavorisés, on va les accompagner pour faire marche par marche. Pourquoi? Parce qu'il faut des fondations. Parce que si vous faites l'ascenseur social, vous appuyez un bouton, vous montez et là, vous n'avez pas des fondations. Donc, vous pouvez tomber très rapidement. Alors que là, si vous tombez juste sur la marche précédente. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc je ne souhaite pas l'ascenseur social, mais l'escalier social. Évidemment, je dis oui pour l'ascension sociale, mais pas l'ascenseur social. À l'ESCP, en 2019, nous avions 17% des élèves prépa qui sont boursiers, donc issus de bourse Crous. Aujourd'hui, nous avons 24% d'élèves boursiers dans nos classes, dans le programme Grande École. Ça, quand même, c'est substantiel, c'est une vraie augmentation, sachant que la moyenne est à 28, je crois. Donc, c'est assez proche de la moyenne. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, notre conviction, c'est la méritocratie. C'est-à-dire que tout élève qui réussit le concours de l'ESCP, on doit pouvoir mettre en place un dispositif adapté pour que cette personne, cet étudiant ou cet étudiant puisse venir étudier à l'ESCP. Soit effectivement sur la forme de bourse, parce qu'avec les différents échelons. Je rappelle qu'en 2021, nous avons initié la gratuité pour les boursiers l'échelon 4 à 7. Actuellement, nous avons 120 élèves qui payent 0 frais de scolarité durant les 3 années. De la L3 à la M2, oui, c'est ça. L'ensemble de leur scolarité. Et ça, c'est vrai que vous avez été une des premières écoles à le faire. Voilà. Et donc, en école de commerce, donc ça, c'est un signal fort. Deuxième chose que tu disais, c'est que nous, on n'a pas fait le choix de faire la bonification pour accueillir les meilleurs élèves boursiers. Notre conviction, c'est de dire, c'est un concours, ça veut dire que le concours, il est ouvert à tout le monde, élèves boursiers ou non élèves boursiers. Notre conviction, c'est qu'il y a effectivement des biais sociaux. Et ça, il faut corriger les biais sociaux. Parce que
lorsque vous êtes issu d'un milieu favorisé, forcément, vous pouvez même avoir des cours supplémentaires, vous voyez, de soutien, etc. Alors que si vous êtes issu d'un milieu moins favorisé, vous n'avez pas cette chance-là. Alors, c'est pour ça que nous, il y a quelques années, grâce à notre fondation et une ancienne élève de l'école, une grande donatrice, on a cofondé ce qu'on appelle, si tu te souviens, Chance Augmentée. Oui, on a eu l'occasion de le filmer, effectivement, il y a 3 ans. Voilà. Et ce programme-là, c'est quoi? C'est de dire, voilà, vous êtes issu des prépas et vous êtes boursier et vous venez à l'ECP pour déjà connaître l'environnement des grandes écoles et surtout on vous donne la confiance, les cours de méthodologie et aussi sur l'épreuve d'entretien de personnalité et de langue étrangère. Pas uniquement pour l'ECP, mais pour faire en sorte que pour ces élèves préparationnaires, boursiers, ils disent voilà, moi je visais telle école de tel rang, ben, grâce à notre programme Chance Augmentée, ben, finalement elle peut intégrer une école de rang supérieur. Oui, une question d'exposition à l'ambition aussi, je trouve, beaucoup, voilà. qui est important. Et donc, là, cette année, on a accueilli 57, évidemment, qui ont intégré toutes les grandes écoles. Et par rapport à l'année dernière, on avait 50% qui ont intégré les top 5 des grandes écoles françaises. Ah, c'est énorme. Donc, et donc, vous pouvez pas seulement le CP, vous avez bossé, entre guillemets, pour voilà. tout le monde, pour l'égalité de chance de manière générale. Oui, parce que notre conviction, c'est pas uniquement pour le CP, c'est pour l'ensemble de nos grandes écoles françaises, évidemment, qui sont excellentes. Et je crois que ça c'est quelque chose d'assez fort. Et là, on a justement eu une réunion avec la cofondatrice de Chance Augmentée et l'année prochaine, on va élargir le dispositif. C'est-à-dire qu'il y aura une 50aine, évidemment, d'élèves boursiers qui vont venir sur site, mais pour les autres qui n'ont pas, parce qu'il faut financer cela, grâce notamment à notre fondation, mais ils pourront suivre, on va faire un autre programme en ligne, en distanciel, et comme ça, pour les encourager et pour qu'ils connaissent notre méthodologie et quelles sont nos attentes et pour les rendre beaucoup plus confiantes. Ces personnes-là. Ok, donc c'est en octobre, je crois, c'est ça, c'est cet événement. Voilà, si j'ai bonne mémoire. exactement. Ouais. Exactement. Okay. Bah, on mettra donc je le dis, on mettra le lien dans la description, effectivement. Donc là, on l'a compris, donc tous les étudiants boursiers en classe préparatoire peuvent s'inscrire. Donc voilà, on mettra le lien dans la description si vous souhaitez bien sûr vous inscrire. Et en plus, je me permets, cher Dimitri, c'est que nous travaillons avec un de nos anciens élèves diplômés, Ambroise Soubier, qui est excellent qui fait des vidéos de maths parfois ici. Hein. Voilà, ouais, le monde est petit. Ouais. Et il a créé une association qui s'appelle Les Éclaireurs. Et grâce à cette association, justement, avec le partenariat que nous avons mis en place, tous les élèves boursiers peuvent suivre gratuitement son cours de mathématiques. Donc, vous voyez, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose aussi essentiel pour justement corriger les biais sociaux. Ouais, super intéressant. J'en profite pour dire, voilà, allez sur la chaîne de Cogitamus, c'est Ambroise qui tient cette chaîne. Il a traité tout le programme de Maths et de Maths Pro. Il a commencé les maths ECT, donc c'est une véritable mine d'or. Enfin voilà, allez-y aussi. Effectivement, on parlait des diplômés qui ont des parcours assez éclectiques. Bon bah, je pense que là, Ambroise en fait tout à fait partie. Il fait du piano aussi. Il avait fait. Il est excellent pianiste aussi. Il y avait un super concert à l'ESCP. J'ai eu l'occasion d'y assister. Comme quoi, voilà, nos ESCP ont du talent, comme on dit. Très bien pour ça. Alors, je voulais aussi te poser une question un peu sur le futur. Là, tu nous as présenté, tu nous as donné un peu une photo à l'instant T de l'école. On a bien compris sur les fondamentaux, là où vous étiez solide, voilà, qu'est-ce qui vous distinguait. Toi qui as pris les rênes de l'école il y a quelques mois maintenant, où est-ce que tu veux emmener l'école dans les années à venir? C'est quoi un peu les challenges qui se profilent pour l'école aujourd'hui? Oui. Comme je disais, notre terrain de jeu de l'ESCP, c'est un jeu mondial. Et donc, notre ambition, c'est d'ancrer durablement ESCP comme faisant partie des 10 meilleures écoles de commerce au monde. Parce que je voudrais que, hors de France, lorsqu'on nous pose la question, ESCP, c'est en anglais, on dit « what ». Et tu vois, et moi, je voudrais qu'on dise « wow ». ESCP. Ouais. Donc, ça, c'est l'ambition de l'école. C'est pas pour être classé parmi les meilleurs dans le but d'être classé parmi les meilleurs.
En fait, c'est pour montrer que c'est l'excellence à la française, en fait. Et donc, notre ambition, c'est d'accélérer la recherche à impact. Alors, comme j'adore les acronymes, c'est les LIGHT pour faire écho au cercle des Lumières. Donc, les LIGHT, les recherches à impact, c'est sur le leadership inclusif et humaniste. D'ailleurs, on va travailler avec notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui enseigne le leadership. Qui enseigne depuis un moment à l'ESCP, ouais, voilà. effectivement. Donc, sur ça, pour nous, on va faire contribuer les élèves aussi sur ce thème-là. Après, le deuxième thème, c'est l'innovation, le I pour innovation entrepreneuriale. Et on va créer une alliance mondiale sur l'innovation et l'entrepreneuriat avec les partenaires académiques stratégiques de l'ESCP. Troisième critère, c'est les questions de géopolitique et business. Comme le monde, il y a des tensions, tu vois, géopolitiques, c'est important aussi pour nos élèves de comprendre finalement et de décoder le monde avec cette vision géopolitique. Et donc ça aussi, on va voir un grand institut européen sur les questions géopolitiques et business. Évidemment, le petit H autour de nos valeurs humanistes européennes. Et le T, évidemment, c'est technologie et deep tech. Évidemment, l'intelligence artificielle générative, c'est un des créneaux essentiels pour l'école où on va travailler et renforcer, non seulement en cours, mais également en termes de recherche et aussi en termes d'implication, contribution de nos élèves. Évidemment, le S, c'est pour soutenabilité, c'est-à-dire la durabilité. C'est-à-dire, finalement, comment créer un nouveau business model durable avec une neutralité impact carbone. Je prends l'exemple en termes d'engagement. Nous sommes en train de travailler avec nos élèves sur la carte individuelle carbone. Concrètement, ça veut dire que sur leur carte étudiante, ils auront un crédit d'impact carbone de 10 tonnes. Et après, en faisant de la mobilité ou en prenant des repas, ils vont évidemment être débités, tu vois. Oui. Après, ils peuvent avoir, lorsqu'ils font des bons comportements, ils auront des crédits supplémentaires. Ah ouais, donc c'est vraiment, ok, vous avez fait quelque chose d'assez contraignant, mais donc, ouais, quelque part, ça veut dire que de ton point de vue de dirigeant d'une top école, c'est votre responsabilité, c'est vraiment devenu structurant, en fait, pour vous, de former ces générations-là à cet enjeu, parce que, enfin, on l'a compris, les étudiants de l'ESCP, ils seront amenés à prendre des décisions assez importantes plus tard dans leur vie, et donc vous pensez que dès maintenant, c'est à vous, en fait, de les éduquer sur ces questions-là? Ah, pour nous, c'est essentiel. Et même, tu vois, c'est plus que responsabilité, parce que la responsabilité, elle porte sur le devoir et les obligations par rapport à un périmètre donné sur une mission ou une tâche. Nous, la raison d'être de l'école, évidemment, c'est de servir la société, mieux servir, inspirer la société. Et donc de former des futurs dirigeants, entrepreneurs, responsables, engagés. Et on dit redevable, en fait, en anglais, on dit accountable, c'est-à-dire comptable de. Rendre compte. Et ça, le terme accountable est beaucoup plus important pour nous parce que c'est ça que nous, on souhaite préparer nos élèves. De rendre compte, rendre des comptes et donc de s'engager et d'initier des nouveaux business models. Et c'est pas une option, je veux dire, le changement climatique. Il faut qu'on prépare au plus tôt. Et on n'a pas la science infuse. Et puis, il faut avoir la modestie et l'humilité de dire on ne sait pas tout. Mais travaillons tous ensemble. Voilà, donc tu vois, ça fait partie de l'engagement de l'école. Ok, donc une vertu cardinale. Je voulais te poser peut-être une dernière question. Voilà, je pense qu'on a eu le temps d'aborder beaucoup de choses et en même temps, il y aurait tellement d'autres choses à dire. On n'a même pas parlé des assos, de tellement d'autres aspects hyper importants. Mais enfin voilà, bien sûr, il y a d'autres ressources qui peuvent permettre de couvrir un peu ce qu'on n'a pas pu dire. Malgré tout, bon voilà, on est à quelques semaines des échéances assez importantes pour les étudiants de prépa qui ont bossé 2 ans, 3 ans pour intégrer les meilleures écoles. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces étudiants, un petit peu en guise de conclusion? Voilà, quel profil d'élèves s'épanouissent à l'ESCP selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'un élève devrait choisir davantage l'ESCP d'une autre école, du top 5? Voilà, puisqu'en général, on choisit un peu dans un même groupe concurrentiel forcément. Moi, je dirais, cher Dimitri, c'est que si on choisit l'ESCP, c'est parce que c'est pour avoir une carrière mondiale. Et c'est pour être épanoui et d'être ouvert dans le monde et aussi d'initier et de servir la société. On est là pour vous accompagner.
et aussi pour vous faire grandir. Moi, je dis toujours, à l'ESCP, on ose et aussi on grandit. C'est comme ça qu'on devient grandiose. Tu vois. Donc, pour moi, pour nous, toute l'équipe est là pour faire en sorte que la personne soit la plus épanouie possible, tant au niveau de l'intellectuel, c'est-à-dire l'académique. Ils peuvent même co-créer la connaissance, tant au niveau professionnel, c'est-à-dire que, est-ce que tu sais qu'on les coach individuellement pour s'assurer qu'ils peuvent avoir telle ou telle orientation. Évidemment, sur l'épanouissement personnel à travers les centaines d'associations. Et moi, je dis toujours, pour les élèves, s'il y a une association qui n'existe pas, venez me voir. On va créer ensemble. Et tu arrives à avoir cette proximité encore, enfin je veux dire, c'est tellement d'élèves. Pour moi, l'écoute et de co-créer avec les élèves, c'est essentiel. Et dernière chose aussi, pareil, sur l'épanouissement physique, moi je dis toujours à mes élèves, s'il y a une activité sportive qui n'existe pas, venez me voir et on le crée. Et on l'a créé, des activités sportives qui n'existaient pas. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un épanouissement global à l'ESCP. Et on est là pour vous, pour accompagner. Et moi aussi, mon dernier mot, je dirais, là, vous êtes dans la dernière ligne droite et vous êtes, et c'est, voilà, croyez en vous, parce que impossible n'est pas ESCP, possible est ESCP. Bon, il faut encore passer les euros pour ceux qui effectivement n'auront pas encore passé cette échéance quand ils verront cette vidéo. Mais ouais, c'est sûr que, enfin, c'est un conseil plus général de toute façon. Il faut croire en soi au moment des euros, clairement. Et évidemment, les euros de l'ESCP, c'est pas une mince affaire. La marche est assez haute, mais voilà, sans doute le premier conseil, croire en soi, c'est bien sûr l'essentiel. Je crois qu'on a tout abordé. Merci beaucoup, Léon. C'était un échange très très riche. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu et que ça pourra intéresser effectivement nos auditeurs, mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager toutes ces informations et puis ta vision globale sur cette belle école qu'est l'ESCP. Merci beaucoup Dimitri de ton invitation.